Donc, la cérémonie de clôture, nous avions organisé en 2013 aussi une cérémonie de clôture à l'UNESCO, que vous pouvez retrouver d'ailleurs. Et en fait, c'est un moment très important parce qu'elle permet de rassembler ou de réunir des personnalités qui ont un rôle très très important au niveau de la société et au niveau des différents domaines dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, en fait, c'est un plaisir d'inviter Antoine Petit. C'est mon ex-chef. Toujours, parce que je suis émérite maintenant. Donc, je suis encore ton chef, alors. Voilà, donc, qui est président-directeur général du CNRS. Le plaisir également d'inviter Marc Fontcave, qui est professeur au Collège de France, membre de l'Académie des sciences. Gérard Creuset, qui est président de l'Institut photovoltaïque. Alors, excusez-moi, il y a une faute d'orthographe d'Île-de-France. Gérard, merci. Florence Lambert, qui est ancienne directrice du CEA Liten et je dirais qui a présidé à une des dernières conférences photovoltaïques européennes, hein, celle qui était à Marseille, en France, et qui était aussi en charge de l'INES à Chambéry, dont vous avez entendu parler, et qui maintenant s'est lancée, elle a franchi le Rubicon, et elle s'est lancée dans l'entreprise avec Genvia. Et enfin, Pierre Vels, sociologue et économiste, et que j'ai eu le plaisir de connaître lorsqu'il dirigeait la création pour les métropoles durables. Hein, Pierre, tu me corriges si je me trompe, c'était dans les années 2014, dans ces eaux-là, je crois, et c'était le projet des métropoles durables. Voilà, donc je ne perds pas plus de temps pour vous laisser le maximum de temps pour vous. Et voilà, the floor is yours, comme on dit. Et on va commencer. Alors l'idée, c'est de démarrer avec quelque chose qui va reprendre, comme on dit, la chaîne de valeur. On aime beaucoup ce terme, la chaîne de valeur. On démarre et on a tout jusque de la source, enfin de la mine jusqu'au recyclage. En fait, donc, on va commencer par Antoine Petit sur la question liée à la recherche. Et donc, ce matin, on a eu une démonstration un peu du périmètre et des périmètres qui sont faits. Et Antoine, c'est vraiment un plaisir de t'accueillir pour cette cérémonie de clôture. Merci beaucoup, Daniel. Merci de cette invitation. Malgré tes mots flatteurs, ne nous trompons pas. L'important, c'est pas la session qui est là, c'est ce que vous faites au quotidien. Et nous, on est juste là pour essayer de vous aider. Et c'est ce que fait le CNRS dans le domaine de l'énergie depuis longtemps. Alors, c'est vrai que quand on pense énergie, on pense plutôt CEA. Et c'est normal. Néanmoins, on travaille dans le domaine de l'énergie depuis longtemps. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on a créé une cellule énergie. Et cette cellule énergie, aujourd'hui, elle représente pas loin de 5000 personnes, doctorants permanents et non permanents. Et il y a plus de 280 laboratoires qui travaillent dans le domaine de l'énergie au sens large. Ils ne sont pas nécessairement spécialistes de l'énergie. Mais ils travaillent dans l'énergie. Donc vous voyez que c'est quand même tout à fait significatif. Et on travaille sur les différents volets de l'énergie, à la fois la production d'électricité, la production de chaleur, la production de carburant solaire, tout sujet que vous avez eu l'occasion d'étudier plus en détail aujourd'hui. Et sans détailler tout ce que nous faisons, quelques éléments un peu majeurs. Sur le solaire photovoltaïque, il y a quelque chose qu'on a créé il y a une dizaine d'années, qui est une fédération de recherche, la Fédération pour l'énergie photovoltaïque. Ça fait partie des outils que met en place le CNRS, au-delà de ses laboratoires. C'est les structures fédératives que vous connaissez, les fédérations, les groupements de recherche, qui sont l'occasion de rassembler des communautés de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, mais au-delà aussi des communautés d'industriels. Et je crois que c'est un des éléments clés, c'est de mettre tout le monde autour de la table, si je peux dire. Et puis plus récemment, un des PEPR, alors vous savez qu'on aime beaucoup les acronymes en France, mais les PEPR, c'est les programmes et équipements prioritaires de recherche qui ont été lancés dans le cadre de France 2030. Donc le CNRS a un rôle un peu particulier pour les PEPR, puisqu'on pilote ou copilote tous les PEPR dits exploratoires, et on pilote ou copilote à peu près la moitié des PEPR qui s'inscrivent dans des stratégies d'accélération de filières industrielles. Et parmi ceux-là, il y a le PPR TAS, pour technologie avancée des systèmes énergétiques, qui joue un rôle essentiel et qui a aussi la particularité, ça me semble important, de rassembler à la fois des gens
de la chimie, de l'ingénierie, de la physique chez nous, aussi des mathématiques et des données, mais aussi des gens des sciences humaines et sociales. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Si on veut que les énergies renouvelables se développent, il faut impliquer nos collègues des sciences humaines et sociales. J'espère que Pierre ne me démentira pas tout à l'heure. On travaille aussi dans le domaine du solaire thermique. Là aussi, une autre fédération, la Fédération sur l'énergie solaire, qui, je crois, vous a été présentée aujourd'hui. Et puis, comment ne pas évoquer le four solaire de Deyo, qui a été créé en 1969 et qui fait que, depuis, la France est quand même placée comme un des acteurs absolument majeurs dans le domaine. Et puis, troisième élément, je le disais, sur les troisième volet de nos activités, sur les combustibles fossiles, les combustibles solaires, par contre, vous voyez, dans le temps, il y a des lapsus comme ça, hein, c'est la fin de la journée, c'est ça. Sur les combustibles solaires, pardon, désolé, j'espère que vous n'avez pas tweeté déjà. Donc, avec un groupement de recherche qui s'appelle Solar Fuels, et avec plusieurs projets du PEPR que j'évoquais tout à l'heure autour des biocarburants et l'élaboration de photocatalyseurs en cours de développement pour réaliser des combustibles solaires de matière durable et respectueux de l'environnement. Ce qui nous semble aujourd'hui important, mais je crois que ça va paraphraser ce que vous avez eu l'occasion de dire au cours de la journée, c'est je crois que c'est extrêmement important de connecter les forces, que ce soit les forces académiques, mais aussi les forces industrielles. C'est ce qu'on essaye de faire au CNRS, à la fois en créant des start-up dans le domaine, mais aussi en développant des laboratoires communs avec les industriels, dans lesquels on continue à faire notre métier au CNRS, c'est de faire de la recherche fondamentale, mais sur des sujets qui ont été définis avec nos partenaires industriels, et je crois qu'aujourd'hui, on en a encore besoin. Je l'ai déjà dit, mais j'insiste, c'est mobiliser les compétences. L'énergie au CNRS, c'est bien sûr l'Institut de chimie, c'est bien sûr l'Institut d'ingénierie, mais je l'ai dit, j'insiste, c'est aussi l'Institut des sciences humaines et sociales, c'est aussi les modèles mathématiques, c'est aussi les données. Et je crois qu'aujourd'hui, si on veut aborder les sujets de façon efficace, il est extrêmement important de mobiliser toutes les compétences. Et puis, dernier point, et là encore, ça a déjà été mentionné, ce sont les collaborations internationales. On a lancé, il y a maintenant 2 ans, un plan Afrique, qui n'est pas focalisé sur les énergies, mais dont vous imaginez bien que la thématique de l'énergie fait partie des sujets majeurs. Et on travaille avec un certain nombre de pays à travers le monde qui ont des problématiques comparables et pour lesquelles développer des collaborations est une nécessité absolue. Voilà. Donc tout ça dans un cadre qui vient d'évoluer un petit peu. Si vous êtes féru d'actualité de l'enseignement supérieur et de la recherche, vous avez probablement entendu les annonces du président de la République annonçant le fait que les organismes de recherche vont se voir confier en plus, j'insiste, c'est en plus, c'est pas la place. Pour ceux qui étaient inquiets, on va continuer au CNRS à faire de la chimie, de la physique, des mathématiques, des sciences humaines et sociales, c'est pas la place. Donc le CEA se voit confier une agence autour de l'énergie, encore une fois, quoi de plus naturel, mais à laquelle on va collaborer de façon très active. Et le CNRS, lui, va être en charge d'une agence qui s'appelle Climat, Biodiversité, Société durable. Et vous voyez qu'on n'est pas éloigné, bien sûr, des problématiques de l'énergie. Donc très clairement, l'énergie est un sujet qui est absolument essentiel pour le CNRS, mais au-delà du CNRS, même si le CNRS est évidemment très important, mais bien plus important encore, l'énergie est un sujet absolument essentiel pour l'humanité. C'est pas à vous que je vais expliquer ça. Vous êtes plus convaincus que moi encore, si besoin était. Donc on va continuer, bien sûr, à travailler sur l'énergie. Et bien sûr, les énergies renouvelables sont pour nous une priorité. Je crois qu'on a acquis, grâce à vos travaux depuis des années, un savoir-faire qui est assez unique. Et on va bien sûr continuer. Voilà. Merci beaucoup. Daniel. Oui, la suivante, c'est pas ça. Hein. Ah, le tien est intégré. Non, ça, c'est pas moi. Il faut que tu reviennes au bureau. Ah, d'accord. Au bureau. Et tu reviens sur ta disquette. Voilà, je fais la disquette. Et sur la disquette, il faut que tu prennes celle-là, Marc Foncab. Voilà. C'est bon. Ouais, voilà. Excusez-moi, je viens ici juste pour éviter un torticolis, parce que comme ça, je verrai les slides. Oui, au fond, je vais illustrer un peu ce que a dit
Antoine Petit, puisqu'il a parlé de Solar Fuels, dont le laboratoire au Collège de France fait partie. Et effectivement, vous donnez un éclairage sur cette recherche sur les carburants, en effet, solaires, ici et dans le monde. Oui, alors, on est convaincu, c'est tout un tas de données ici, de courbes qui montrent qu'en effet, Daniel avait raison, le soleil est une ressource illimitée, il faut absolument l'exploiter, et on voit aujourd'hui de toutes ces courbes que c'est probablement l'énergie renouvelable qui va vivre la plus grande augmentation. C'est déjà le cas, vous voyez, entre 2016 et 2021, les plus grandes montées, c'est le photovoltaïque. Vous voyez en bas, tous les pays sont concernés dans l'accélération de l'installation des capacités photovoltaïques. Et puis quand on regarde à droite, finalement, quand on regarde les investissements, vous voyez, c'est en milliards de dollars, il y a deux grands domaines qui sont où vont tous les investissements. C'est d'une part, alors c'est jamais assez, mais c'est en tout cas la réalité, c'est d'une part la mobilité électrique en vert, et c'est en jaune les renouvelables et le PV là-dedans. Alors moi je vais parler d'une chose qui est un peu plus anecdotique pour le moment, mais qui est très, très importante. C'est que tout ne sera pas électrique, hein, contrairement à ce que parfois certains racontent. Et aujourd'hui, d'ailleurs, l'électricité, c'est pas le problème numéro un. À l'échelle mondiale, c'est 17% la part électrique. La France est un pays très électrisé, ou électrifié. D'ailleurs, il est aussi électrisé, ce pays. Mais très électrifié, 25%, c'est un des records, hein, sur la planète, pour tout un tas de raisons. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, c'est les points. Ça, c'est le scénario RTE, hein, de 2050. Le scénario de référence, vous voyez, en 2020, donc c'est les pointillés rouges, c'est la situation. Mais vous voyez que la part électrique est donc 25%. Tout ce qui est gris, aujourd'hui, c'est pétrole, charbon, gaz. Et en 2050, il y a du gris, mais ça sera plus des fossiles, enfin de préférence. Mais il restera quand même à trouver 500 TWh qui ne sera pas électrique. C'est absolument colossal. Donc, comment on fera sans les fossiles? Donc, on met une croix sur pétrole, gaz, charbon. On n'a pas 36 solutions. On a parlé de la biomasse. En effet, la biomasse et les déchets. Mais il y a toute une question sur est-ce qu'on aura 500 TWh de biomasse? C'est très incertain pour le moment. Et d'ailleurs, je vous invite à, très prochainement, au début de l'année 2024, aller sur le site de l'Académie des sciences. Je préside le comité énergie de l'Académie des sciences et nous sommes en train de finaliser un rapport sur la biomasse qui, je pense, sera très, très intéressant. Évidemment, c'est un manque de modestie, mais c'est un gros travail que nous allons produire. Donc, biomasse, je ne vais pas parler de ça. Et puis, c'est le CO2. CO2, c'est du carbone. On va quand même, il le faut continuer, en capturer de plus en plus, parce que pour ce que je vais vous raconter, il faut quand même qu'on le capture. Voilà, le CO2, c'est cette molécule clé, hein, du cycle de la vie, hein, entre photosynthèse et respiration. Donc, il y a tout un tas de recherches, hein, depuis des années sur ce phénomène absolument merveilleux que des micro-organismes photosynthétiques, que des plantes mettent en œuvre, hein, pour transformer de la lumière, hein, de l'énergie solaire en énergie chimique. Hein, c'est toute la biomasse qui est créée par ce mécanisme de photosynthèse et qui nous est évidemment si utile et qui nous le sera, comme je viens de le dire, encore plus utile demain. Et évidemment, cet équilibre est perdu par ça. Et donc, moi, ce que je vais vous parler, c'est d'une approche qu'on utilise au laboratoire, que certains utilisent aussi en France et étudiée massivement dans tous les pays. C'est la photosynthèse dite artificielle, qui consiste là aussi à rêver et à rêver de systèmes dans lesquels, tout simplement, on met du CO2, on met de l'eau et on éclaire, et on a tout un tas de molécules organiques utiles. Les carburants de demain, parce qu'on aura besoin de carburants liquides et gazeux encore, peut-être c'est une façon de les faire, des médicaments, des polymères, voilà, etc. Une des solutions qu'on étudie au collège, pour aller très vite, c'est de combiner donc de la capture de CO2 et d'injecter ce CO2 dans ce qu'on appelle un électrolyseur, et qui est couplé à un panneau photovoltaïque, à des panneaux photovoltaïques, pour produire et pour permettre la transformation qui est énergie dépendante
donc solaires dépendantes dans ce système, pour transformer ce CO2 en tout un tas de molécules qui vont servir à faire des plastiques, à faire des carburants, à faire des médicaments. Un médicament, demain, même sans fossiles, ça sera du carbone. Hein. Même l'hydroxychloroquine, hein, c'est du carbone. Voilà un exemple de choses sur lesquelles on travaille. C'est un des systèmes les plus élaborés, les plus records, je dirais, aujourd'hui. Ça a été publié dans les Proceedings de l'Académie des sciences des États-Unis en 2019. On a mis au point un catalyseur en haut poreux, dendritique, à base de cuivre. On a mis au point des électrolyseurs qu'on a couplés à des panneaux solaires de type perovskite dans ce cas-là. Et on a réussi à transformer le CO2 en éthylène avec des très bons rendements. Et pourquoi l'éthylène ? Il fallait travailler sur quelques exemples, quelques cibles. L'éthylène, c'est la molécule de l'industrie chimique la plus produite sur la planète, 200 millions de tonnes par an. Aujourd'hui, c'est super énergivore, super émetteur de CO2. Donc si on pouvait le faire avec de l'eau et du soleil dans un électrolyseur, évidemment, ça serait très intéressant. Et évidemment, c'est important parce que c'est un précurseur de tout un tas de polymères divers, le plus évident étant le polyéthylène. Voilà, je termine sur ça. Je vous invite à lire ce livre de Primo Levi, le système périodique. Chaque chapitre porte le nom d'un élément de la classification périodique de Mendeleïev. Le dernier s'appelle Carbone. Le titre du dernier chapitre s'appelle Carbone. Et Primo Levi décrit d'une façon absolument poétique, merveilleuse, la photosynthèse. Je ne vais pas lire ce texte, si vous avez le temps pendant que je dis les derniers mots, lisez-le. Il finit en rappelant que le CO2 n'est pas simplement que cette molécule absolument horrible qu'il faut cacher, faire disparaître, etc., mais qu'elle est absolument essentielle à la vie. Et évidemment, au moment où il écrivait ça, il n'y avait pas le problème de la transition énergétique et du réchauffement climatique. Pour lui, c'est quand nous aurons appris à en faire autant, nous aurons résolu le problème de la faim dans le monde. Voilà comment il parlait finalement de la photosynthèse artificielle. Donc moi j'ai changé ça. Quand nous aurons appris à en faire autant, et c'est la photosynthèse artificielle, puisqu'on essaye de faire autant que la photosynthèse naturelle, nous aurons résolu tout un tas de problèmes, par exemple le problème du stockage des énergies renouvelables. Voilà, merci. Merci beaucoup Marc. C'est vrai que le futur du photovoltaïque est, personnellement, je pense que la photosynthèse, c'est du photovoltaïque organique moléculaire, dans lequel les transferts d'électrons se font au sein de la plante et réduisent par des cycles absolument merveilleux et incroyables ce que la nature a été capable de faire. Je veux dire, nous on mettra peut-être encore quelques dizaines d'années. Peut-être que s'il y a un anniversaire des 100 ans du congrès de 73, peut-être qu'ils travaillent tous, on parlera de photosynthèse. Hein. Tu m'inviteras. Je vais essayer, il faut que je trouve la molécule pour pouvoir durer longtemps. Donc maintenant, on va donc passer à cette interface. Vous avez eu donc la partie recherche et enseignement également. Bien sûr, c'est très important, la partie enseignement à tous les niveaux. Et puis on va passer à l'interface entre la recherche et l'industrie avec Gérard Creuset, donc, qui est président de l'IPVF. Donc Gérard, si tu... Oui, moi je vais vous parler de l'IPVF, qui a déjà été cité aujourd'hui et que vous voyez sur les sponsors de ce colloque, et qui est pompeusement un institut pour la transition énergétique, au cœur de la transition énergétique. Si je me suis engagé pour être président de l'IPVF, c'est parce que, comme le disait ce matin le PDG de Carbone, moi, j'arrive pas à me résoudre au fait que tous les panneaux photovoltaïques installés en Europe viendront de Chine. Ça me semble une aberration d'abord industrielle. Ça me semble aussi être assez orthogonal à l'indépendance de notre pays et de l'Europe en général. Donc, il faut absolument que l'on arrive à avoir une vraie industrie compétitive en Europe. On a toutes les conditions pour ça. On a un marché qui explose, ça on l'a vu 10 fois dans la journée, donc c'est pas la peine de l'expliquer plus avant.
on a également des transitions, des ruptures technologiques qui sont devant nous, qui sont là maintenant, qui arrivent. Et donc, deux conditions archi favorables pour reconstruire je dis reconstruire parce que, on le disait ce matin, il y a encore 15 ans, l'Europe était en tête au niveau industriel. Donc on s'est laissé distancer par les Chinois et de loin, mais il faut inverser la tendance. En tout cas, il faut devenir un des acteurs significatifs au niveau mondial. Alors, qu'est-ce que c'est que l'IPVF? Alors, on avance comme ça. Voilà, alors je ne vais pas commenter en détail cette slide, mais l'IPVF est né il y a environ 10 ans par la mise en commun des forces d'un certain nombre d'acteurs, EDF, Total Energy, l'Air Liquide, l'École Polytechnique, le CNRS, Oriba, Ribert, etc. Et l'IPVF est donc un ITE qui est situé à Saclay, et qui a bénéficié d'un très fort soutien de l'État, en particulier dans le cadre du PIA, mais également de ses actionnaires, qui, à hauteur des sommes que vous voyez ici. Bon, l'IPVF s'intéresse à un certain nombre de technologies, mais en particulier les technologies perovskites, et avec l'objectif de lancer une filière industrielle, enfin de promouvoir l'émergence d'une filière industrielle dans ce pays. L'IPVF est sur un site de 8000 m², 3500 m² de salles blanches, 15 laboratoires et donc environ 150 chercheurs. Alors, la base de l'IPVF, le business model, on pourrait dire, de l'IPVF, c'est d'abord de faire de la bonne science. Alors, on a fait de la bonne science d'abord avec notre premier directeur scientifique, qui était Daniel Linco, et avec notre directeur scientifique actuel, qui est Perret Roca, qui est dans la salle. Et donc, c'est la base, c'est notre légitimité, c'est de faire de la bonne science, de la bonne R&D, et ensuite de travailler avec des industriels pour démarrer une vraie filière industrielle. Alors nous le faisons, nous lançons actuellement un projet avec Voltec Solar. Voltec Solar aurait pu participer à la deuxième table ronde aujourd'hui, mais bon, vous ne pouvez pas inviter tout le monde. Et Voltec Solar qui est donc situé en Alsace. Et dans le cadre de France 2030, avec un très fort soutien de l'État, on lance un projet d'industrialisation de modules perovskites sur silicium, avec une ambition importante de commencer d'abord avec une ligne pilote à l'IPVF et ensuite progressivement de faire un transfert industriel et pour aller jusqu'à avoir une gigafactory en Alsace. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce projet, si ce n'est pour vous dire que donc il s'agit de marier en fait dans une technologie tandem dite 4T un panneau de silicium et un module de perovskite, de telle manière que l'on atteigne des rendements de l'ordre de 30% à peu près. Et tout ceci se fait dans le cadre d'un projet qui est, je l'ai dit, très fortement soutenu par l'État, où l'IPVF a la responsabilité donc de faire une ligne pilote, de la valider industriellement, et ensuite d'en faire le transfert dans une société qui pour l'instant s'appelle France PV Industrie, mais c'est un nom de code, qui sera une société commune avec Voltec Solar, avec deux étapes, une étape à 200 MW en 2025, une étape à 1 giga en 2027 et une étape à 5 gigas en 2029. Pour réaliser ça, on a besoin on a un certain nombre de challenges devant nous, et le premier que je voudrais mettre en exergue, c'est la durée de vie. C'est vraiment un paramètre essentiel dans les panneaux. Et pour l'instant, on n'a pas de recul sur les technologies en durée de vie sur les technologies perovskites. Donc c'est le premier challenge. Le deuxième challenge, c'est passer à des process de grande taille. Le troisième, c'est le couplage des technologies perovskite et silicium. On sait le faire en laboratoire, mais enfin, il va falloir le faire à l'échelle industrielle. Il faut bien sûr que le projet soit compétitif au niveau économique et qu'on en tire un bénéfice environnemental. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement. Je peux répondre à des questions si besoin. Merci beaucoup, Gérard. Et bon, c'est effectivement je me souviens du nom de ce projet qui existait quand ça a été la création des instituts d'excellence en énergie décarbonée.
c'était quelque chose, c'est un projet qui est né dans les années 2011 sous la gouvernance du président Sarkozy et qui a été poursuivi. Et là aussi, on voit une chose intéressante, c'est quand dans une des sessions précédentes, il a été indiqué la question de la continuité. Et la continuité, effectivement, et c'est vrai aussi pour le projet de Saclay, c'est vrai, la continuité la politique n'arrête pas immédiatement. Et une des peurs qu'on avait quand le projet était passé, c'est que tout s'arrête. Et heureusement, il y a eu continuité entre les différents gouvernements. Et ça, c'est quelque chose que je tiens à souligner, c'est très important, et de voir ce bébé qui grandit, et de voir aussi l'INES qui s'est créé quelques années aussi en parallèle. On a de belles réalisations et de bons moyens de faire accélérer, en fait, c'est ce qui se passe ailleurs, la jonction entre la recherche fondamentale et le transfert industriel. Je vais maintenant, alors un exemple extraordinaire de cette dynamique, c'est Florence Lambert, on s'est connus quand tu étais au niveau du LITEN, sur les technologies, nouvelles technologies, et puis ensuite surtout au niveau du photovoltaïque avec l'INES et tout. Et Florence a franchi le Rubicon et s'est engagée, ce qui est extraordinaire, s'est engagée dans l'autre étape qui est la production d'hydrogène, et on a dit, comme Marc l'a indiqué aussi, de faire de la chimie avec l'électricité, c'est extrêmement important. Donc j'arrête. Florence, voilà. Merci. Merci Daniel, bonjour à tous. Et moi aussi je suis très émue, parce que comme Iris, j'ai un peu l'impression d'être devant ma famille de cœur professionnel, donc c'est très important. Alors Daniel, tu m'as demandé, donc ce qui est peut-être pas forcément caractéristique sur une réunion de clôture, de parler, de témoigner un peu de mon parcours, notamment pour inspirer les jeunes qui sont donc soit parmi nous dans la salle, soit à distance. Donc pour faire comment moi finalement la fille d'ouvrier, je me trouve ici au Collège de France, à l'Académie des technologies, et embarquée dans cette aventure. Alors je pense que surtout pour moi, ce qui a été important, dimensionnant dans ma vie, ça a été un électrochoc que j'ai eu en visitant une centrale hydroélectrique, je m'en souviendrai toujours, la centrale de la Bâtie, parce qu'à l'époque, j'avais un esprit déjà très curieux, et j'ai compris que l'énergie, c'était extraordinaire, que ma soif de comprendre allait être complètement nourrie, parce qu'on produit des électrons, mais on fait aussi des systèmes complexes, et que cette centrale hydroélectrique de la Bâtie, en fait, permettait d'assurer la vie de ces villages de Tarentaise. Et c'est pour ça que, jeune ingénieur, je saute sur la première thèse appliquée à l'énergie qui passe, une thèse ADEME, bien sûr, au moment où Jean-Louis était à la direction de l'ADEME. Et me voilà arrivée au GENEC à Cadarache pour travailler sur l'électrification rurale, en fait, sur un sujet qui donc traitait l'électrification rurale au Maroc, des fontaines de l'électricité, où en fait on partait d'un système où on venait recharger des batteries sur un groupe électrogène très centralisé. Justement, on dispatchait cette électrification de village en village, et j'avais aussi pu voir que ça avait un impact phénoménal sur le travail des femmes qui n'avaient plus à transporter les batteries pendant leur journée. Donc voilà, et ça a vraiment guidé mes pas de chercheur. Et ensuite, donc du GENEC, il y a eu effectivement cette création de l'INES, formidable, parce que quand on est chercheur et qu'on peut faire façonner son outil, son labo de recherche, c'était complètement extraordinaire. Donc Vincent Jacques, un clin d'œil. On est passé d'un terrain vague, donc on a commencé dans des Algeco à faire ce bel institut. Et je me suis toujours ressenti le vent dans le dos dans cette organisation. Dans le milieu de la recherche en général, j'ai envie de dire à Antoine Petit, parce que je vois Abdou Slaoui, et c'est vrai qu'on a eu de cesse de faire des ponts entre nos organisations, le CEVA et le CNRS, et souvent à la tête de projets un peu complexes ou impossibles, confiés par mes supérieurs. Donc ça a été par exemple l'Energy Observer que vous voyez derrière moi, bateau qui en fait permet de projeter ce qu'on commence vraiment à se dire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une solution, mais des solutions, des vecteurs énergétiques. Donc l'idée, c'était de partir d'une coque vide avec Victorien et Russard, le marin, et d'en faire un labo navigant, donc avec du solaire hétérojonction, avec du stockage batterie, mais aussi avec un prolongateur d'autonomie hydrogène. Et ce que j'aime bien dans ce projet, c'est que non seulement l'idée, c'était d'en faire un labo navigant et de démontrer les technologies, mais c'est que ça donnait une belle image de la transition énergétique. Parce que très souvent, on se dit,
qu'est-ce qu'on punit, qu'est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on taxe. Et l'idée de ce bateau, vous voyez, c'était d'aller dans le monde à la rencontre des jeunes populations pour justement faire rêver et se projeter. Ça a été aussi la mise en œuvre de projets ambitieux, stratégiques. Alors, au sein du CEA, puisqu'il a fallu faire émerger, donc en commençant au GENEC, puis à INES, et ensuite un peu plus à la direction du CEA, faire émerger cette filière des énergies renouvelables, où parfois il a fallu défendre avec conviction vraiment ces idées. Et puis, ça a été également la mise en œuvre de la stratégie hydrogène qu'on a pu faire, notamment avec l'ADEME et la DGEC. Alors oui, j'ai franchi le Rubicon, parce que à force de rêver, d'espérer d'industrie, donc j'ai pris une technologie sous le bras, du Liten, et du coup, avec certains actionnaires, donc on a créé Genvia en mars 2021. Alors encore une fois, un attelage un peu atypique, parce que je retrouve, vous allez avoir le CEA, donc d'où vient la technologie, mais aussi SLB, ex-Schlumberger, qui nous permet en fait de projeter cette technologie très très vite dans un référentiel industriel, de travailler aussi sur la transformation d'emplois, parce que nous sommes basés à Béziers, dans une usine historique qui a plus de 100 ans, qui a vu une partie du passé industriel de la France, des tracteurs, des parties de Fouga Magister. Et en fait, aujourd'hui, mes opérateurs, avant, assemblaient des blowout preventers, vous savez, sur les plateformes pétrolières offshore, et aujourd'hui, ils assemblent des électrolyseurs. Et donc, vous voyez, c'est aussi un témoignage de la résilience industrielle et de cette transformation qu'on peut faire, y compris avec vraiment des métiers des industries traditionnelles. Et puis, on a d'autres actionnaires minoritaires, comme la région qui a souhaité vraiment, et l'importance des territoires, c'est très très important, donc la région Occitanie, et Vinci et Vicat. Alors l'idée de Genvia, c'est de partir sur cette électrolyse, mais dite haute température, c'est tout simple, plutôt que d'électrolyser de l'eau liquide, on va se positionner à 700 degrés, et en faisant ça, on va avoir besoin de moins d'énergie. Donc ça veut dire, traduit en langage d'énergie, d'avoir un meilleur rendement. Et le meilleur rendement, c'est plus 15% immédiatement, ou plus 30% si on a le bon goût de pouvoir se connecter à une source de chaleur fatale. Donc c'est pour ça que nos premiers marchés, ça va être essentiellement cette décarbonation de l'industrie. Je pense que l'hydrogène aura un rôle très important dans la transition énergétique, mais je ne fais pas partie de celles qui vont dire que l'hydrogène fera tout. Et aujourd'hui, l'hydrogène sera vraiment absolument nécessaire pour décarboner l'industrie. Remplacer l'hydrogène dans les process, donc plutôt que vaporéformer. Ensuite, remplacer le méthane dans certains fours, et on peut faire aussi de l'oxycombustion. Et aussi, venir accrocher aux molécules de CO2 ultimes, cette molécule d'hydrogène, et de transformer les aciéries, les cimenteries, en fait aussi unités de production de carburant de synthèse. Voilà, donc on va très très vite. Je crois que accélérer, c'est vraiment notre maître mot. On a lancé notre ligne pilote, premier démonstrateur qui sort en ce moment, et on sera chez ArcelorMittal en 2025 pour faire notre premier système. Donc tout ça, c'est merveilleux, mais j'ai quand même un témoignage aussi à apporter, qui est celui de la continuité. Parce que c'est formidable ce matin, Carbone aussi témoignait du lancement de son usine. On a un formidable espoir de rouvrir des usines en France, en Europe. Mais je pense qu'il faut être convaincu qu'on ne gagnera pas simplement sur la production de masse et sur les coûts. Il nous faut cette connexion à l'innovation, donc permanente, de sorte à garder nos technologies avec un coup d'avance. Et c'est comme ça qu'on gagnera, notamment au niveau de la Chine. C'est-à-dire faire en sorte que les industriels, et je parle aussi pour moi, décloisonnent leurs activités et posent des sujets très concrets à la recherche pour vraiment faire en sorte d'avoir ces technologies ahead of the curve, comme on dit en bon français. Et le deuxième point, c'est le rôle du citoyen. Je pense qu'on ne peut pas ignorer aujourd'hui qu'il y a un vrai désamour entre les jeunes et l'industrie. Alors c'est pour ça qu'avec d'autres industriels à Béziers, nous avons créé un écosystème qui s'appelle Eden, vous voyez Eden, de sorte à faire ce trait d'union entre l'industrie mais aussi la ville de Béziers, de faire en sorte que finalement on travaille sur les interfaces, qu'on fasse beaucoup de rencontres, notamment avec des jeunes. Vous voyez, répéter mon électrochoc de la visite de la centrale. Donc on travaille avec FAS par exemple pour faire visiter notamment à des jeunes dans des quartiers difficiles et faire des stages de 3e. Et puis travailler avec l'enseignement, parce qu'il y a beaucoup de choses
qu'un industriel peut faire, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas en nos mains. Et c'est de ce continuum fait avec les collectivités locales, avec les citoyens, qu'on arrivera à gagner sur le long terme. Un exemple, donc en travaillant notamment avec la rectrice de l'académie, nous avons permis l'ouverture de 3 classes à Béziers, qui n'en croit toujours pas ses yeux en fait, donc du bac-3 au bac+5. Et donc ça permet, vous voyez, vraiment de relancer une dynamique. Et j'invite vraiment tous les acteurs industriels de faire ça, parce que on a été lauréat de France 2030, 200 millions d'euros, c'est beaucoup, mais ça nous oblige. Et ça nous oblige aussi à se positionner sur des temps longs, à être responsables et à sortir simplement du costume d'industriel pour aller à la rencontre du citoyen et que tous ensemble, on fasse non seulement des belles industries, mais des belles industries durables. Voilà, merci. Merci beaucoup Florence. Et donc, effectivement, on sent que l'aspect industriel, tout se mélange. En fait, c'est un peu le symbole de la journée. Nous devons nous mélanger, nous devons travailler ensemble, monter tous ensemble sur le bateau. Et en fait, il y a toute une partie qui correspond à la sociologie, l'économie. Et c'est un très grand plaisir d'accueillir Pierre également, qui va vous parler d'une autre sphère aussi. Est-ce qu'on peut mettre... Vous mettez mon... Moi, je peux me passer des slides. Daniel m'a dit qu'il fallait des slides, alors je suis mon élève. Non, mais j'ai quelques cartes quand même. Voilà. Non, on les a, les slides. Oui, on les a. On a eu du mal à un moment donné dans l'après-midi. Voilà. Alors, oui. Ici. Bien, bonsoir à toutes et à tous. J'ai le redoutable honneur d'être, je crois, le dernier intervenant, là. Donc, je pense que vous devez être bien fatigués. La première chose que je voudrais dire en introduction, c'est qu'au fond, je crois qu'on a aujourd'hui, par rapport à ce que moi, j'appelle pas la transition, mais la bifurcation, parce que changer complètement, à terme, de système énergétique, c'est pas juste une transition, c'est une bifurcation. Pour la réussir, je crois qu'on a aujourd'hui l'essentiel des technologies, même si bien sûr elles continuent à progresser de manière importante et qu'il y a sans doute de nouvelles pistes à élaborer. On a aussi les moyens industriels, au moins potentiellement, et j'espère en effet, moi aussi de tout mon cœur, que l'Europe et la France vont réussir à se remettre dans la course industrielle très fortement. Je pense que le problème aujourd'hui, si on en a un, et je pense qu'on en a un, il est plutôt du côté sociétal. Il est plutôt de la façon dont ces choses sont perçues, relayées, amplifiées parfois, mais souvent aussi freinées par notre système social et aussi, disons le mot, notre système politique. Bon, j'ai dit atterrir, parce que bon, le photovoltaïque, l'éolien, et bien sûr, j'oublie pas la biomasse, encore plus, c'est des hectares, quoi. La biomasse en particulier, même le reste aussi c'est des hectares. Et au fond, on est dans une situation où on rapatrie sur le sol national tout un tas d'équipements de production qui étaient au fond délocalisés, parce que les raffineries, c'est pas chez nous, quoi. Enfin, pas les raffineries, les puits de pétrole. Bon. Et donc, on sait que ces hectares ont donné lieu à des comptes fantastiques. Je n'ai pas besoin d'insister lourdement, mais vous savez comme moi qu'on a vu toutes sortes de chiffres avec des règles de 3 approximatives nous expliquer qu'il fallait couvrir la France de photovoltaïque si on voulait avoir une production suffisante. Bon, je pense que c'est très important parce que on est à la fois en phase d'approximation aujourd'hui, mais aussi beaucoup de désinformation, et que ça fait partie du sujet que je vais traiter. Alors, je vais aborder très rapidement 3 points. Le premier, c'est que on parle beaucoup de... Oui, ça, je saute. On parle beaucoup d'accélération. La loi, d'ailleurs, dont nous a parlé encore la ministre ce matin, c'est une loi d'accélération. Bon, l'accélération, ça intéresse les investisseurs. Ils veulent aller plus vite, c'est normal. Et en France, on a des délais souvent assez extravagants. Mais il y a un autre sujet. Dans la planification, il y a le temps, mais il y a aussi l'espace. Et je pense, mon premier point, c'est que je pense que notre mode de déploiement spatial tel qu'il est organisé aujourd'hui ne nous permettra pas d'atteindre des objectifs qu'on s'est fixés. On a maintenant
de belles prospectives qui sont très bien faites. Moi, je suis assez admiratif du boulot qui a été fait par la cellule de Matignon, là. Mais enfin, le problème, c'est comment on met ça sur le territoire. Et pour l'instant, on n'est pas sorti du modèle historique, au fond, qui est ce que j'appelle, moi, un modèle incrémental de marché. C'est-à-dire que c'est comme les investisseurs, les développeurs qui ont la main, et c'est très bien d'une certaine façon, ils vont démarcher les territoires, il y a toutes sortes d'intermédiaires. Et puis on a ce qu'on a vu avec ce maire là qui nous a pas, M. Palace, je crois qu'il s'appelait, qui nous a expliqué comment ça se passe. Ça arrive sur un village et il y a des gens qui arrivent. Voilà. Dans son cas, lui, il a repris la main, il a repris le pouvoir. Mais dans beaucoup de situations, la plupart des situations, ils n'arrivent pas à monter des sociétés d'économie comme lui, il a réussi à le faire. Et donc ça arrive simplement sur les territoires, de manière plus ou moins aléatoire, en fonction parfois de la ligne de plus faible résistance des autorités locales. Et au bout du compte, on a un modèle qui est peu rationnel, parce qu'il n'y a aucune raison qu'il produise un résultat rationnel en termes d'équilibre entre les différentes régions. Et si on pense en particulier aussi à la question des réseaux, qui va être extrêmement importante, et qui ne facilite pas l'acceptabilité, enfin, parce que beaucoup de gens ont l'impression que c'est désordonné, chaotique, et il faut dire que le passé a été quand même, le démarrage souvent a été vécu par les gens localement comme prédateur, c'était un peu le Far West, il y a des gens qui s'en sont mis plein les poches pour dire les choses clairement, et que, en plus, dans le paysage, on a l'impression qu'on a jeté un peu, notamment les éoliennes, un peu comme ça, de manière aléatoire. Donc ça, je pense, de mon point de vue, c'est très important qu'on sorte de ça. Au fond, il faudrait passer d'une somme aléatoire de projets locaux à quelque chose qui soit organisé comme un grand chantier national. Alors le mot planification revient un peu à la mode, mais enfin, quand même pas tout à fait. Et je pense qu'il faudrait arriver à un équilibre. Aujourd'hui, on est beaucoup dans le bottom-up, on est dans le top-down pour les grands cadrages, mais il faudrait trouver un autre équilibre. Et il faudrait que les régions, les collectivités soient associées à un exercice de planification un peu plus structuré. Enfin, c'est mon point de vue. Voilà par exemple un exemple de ce que ça donne sur le terrain. Ça, j'ai vu ça récemment. Je ne sais pas si vous connaissez ce territoire. Moi, je le parcours souvent à pied, entre le Ventoux, la crête qui va du Ventoux à la montagne de Lure. Alors vous voyez, il y a un tas de projets, on peut dire c'est formidable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est des petits projets. Les développeurs, qui sont des grosses boîtes, là, ont été démarchés les maires. C'est des toutes petites communes. Et donc on va avoir ça c'est du photovoltaïque au sol. On va avoir des fermes photovoltaïques un peu partout dans la nature, dispersées. Et en particulier dans des endroits qui sont quand même particulièrement beaux, comme les contreforts de la montagne de Lure. Et il est en train de se créer là un point de fixation dont vous allez entendre reparler, parce qu'évidemment beaucoup de gens sont vent debout contre ce genre de choses. Alors que dans d'autres secteurs, on ne manque pas d'endroits où on pourrait développer. On a parlé des délaissés, on a parlé des bords d'autoroute, enfin il y a beaucoup d'autres endroits où on pourrait mettre. Voilà, donc ça c'est un premier exemple. Et puis quand on regarde globalement ce que ça donne au niveau du territoire, le parc éolien, vous voyez, alors en plus le code couleur donne pas est pas excellent, parce qu'en fait le noir, vous voyez, c'est la somme, ils sont à près de 800 mâts, alors qu'ensuite on dégringole assez vite vers 300, 400, 200. Vous noterez au passage que dans la vallée du Rhône, en Aquitaine, alors c'est des chiffres de 2022, donc ça a peut-être un peu changé depuis, et dans toute la zone alpine, et notamment PACA, où il y a comme un peu de vent et un peu de soleil, il n'y a pas un mât éolien, ou pratiquement pas. Donc vous voyez, et donc vous imaginez ce que ça veut dire après pour Enedis ou RTE, pour les réseaux, quoi. On est très très loin de l'optimum. Alors ça, c'était mon premier point. Le deuxième point, c'est que, au fond, je crois que ce qui nous manque aujourd'hui, fondamentalement, c'est un récit. Ça a été dit plusieurs fois, et un récit positif, mais déjà un récit. La planification, ce n'est pas des tableaux Excel, c'est une histoire qu'on raconte, c'est une histoire que la nation se raconte à elle-même. Si on pense aux grandes années de la planification, on ne va pas faire dans la nostalgie gaulienne, là, mais quand même, il y avait un récit sous-jacent, explicite ou pas, qui était celui de la modernisation, et dans laquelle tout le monde, finalement, les ménages, les gens retrouvaient aussi leur compte. Aujourd'hui, on n'a pas de récit. On a des récits en morceaux,
sur des tas de sujets. On a des récits qui sont fragmentés dans la société. Nous, on adhère à un certain récit, mais je peux vous dire qu'il y a une bonne partie de la société qui adhère absolument pas à ce récit. Rien que moi, j'emploie le mot industrialisation souvent. Beaucoup de gens disent « l'industrie, c'est l'horreur, il faut sortir de l'industrie ». Voilà, donc on est aujourd'hui, je pense qu'on devrait être capable d'avoir un grand récit qui évidemment, on ne peut pas s'écrire comme ça, mais je suis étonné. Alors ce récit peut être un récit de mobilisation technique, scientifique et industrielle. On est quand même face... Peu de gens sont conscients du fait qu'on est face à avec ce que j'appelle la bifurcation, une révolution industrielle de très grande ampleur. De très grande ampleur. Alors là, j'ai pris l'exemple de l'électrification. Je suis d'accord avec Marc Fontcalfe sur le fait que ce n'est pas la seule voie, mais enfin, rien que la transformation, le fait de passer de 25% à 50% d'électricité, avec tous les efforts de sobriété, d'efficacité qu'il faudra en plus, c'est quand même un changement absolument majeur, surtout que c'est des systèmes électriques qui ne vont pas fonctionner de la même façon que les systèmes traditionnels, et qu'on va avoir le lien avec la mobilité. On a évoqué ce matin le lien avec... Je termine, je vois que tu regardes ta montre. le lien avec la mobilité, le lien avec le chauffage, etc. Et puis de mobilisation politique, on a un triangle en fait, on a des citoyens, on l'a vu, c'est très très important ces projets, mais ils sont quand même souvent un peu en marge et déconnectés de ce qui se passe dans le mainstream, je dirais, des collectivités locales et de l'État. Et puis le dernier point, je vais quand même finir là-dessus, je passe ça. Je suis un peu désolé de terminer là sur une note qui n'est pas très très positive, parce que moi je partage complètement l'optimisme joyeux que Daniel a essayé d'imprimer à cette journée. Mais enfin, je suis tombé sur ces sondages, et ce n'est pas le seul, qui sont quand même assez effrayants. Hein. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, alors je vais appeler ça s'armer pour la guerre culturelle. On est déjà au début de ça, et ça va s'amplifier à mon avis, et ce sera probablement dans la prochaine présidentielle aussi un sujet important. Il y a une convergence aujourd'hui entre le populisme anti-élite et anti-système et une autre forme de populisme qui est anti-écologique, même si ça s'appelle écologie du bon sens ou climato-réalisme, etc. Je pense que cette bataille-là... Alors, le sondage, et puis c'est européen, hein, c'est même mondial, hein, vous avez vu ce qui se passe en Hollande, ce qui se passe en Grande-Bretagne, etc. Donc je vous ai mis ici la référence. Donc comment ça a été fait? Ils ont simplement pris ils ont fait une analyse des narratifs qui apparaissent le plus sur les réseaux complotistes. Ils ont pris des phrases clés et ils les ont soumis à un échantillon de Français ordinaires, hein, représentatifs théoriquement. Alors vous voyez une chose, c'est que en fait, les climatologues ont bien fait leur boulot, parce qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui sont climato-sceptiques, et même, il y a en gros 73% de gens qui pensent qu'effectivement, le changement climatique est réel et d'origine anthropique. En revanche, quand on pose d'autres questions, c'est assez effrayant. Et avec une sensibilité extrêmement forte à la question de l'égalité de traitement des citoyens par rapport à ces questions-là. Beaucoup de Français, regardez les chiffres, la sobriété énergétique est imposée au peuple, pas aux élites. 76% de gens disent qu'ils sont d'accord ou tout à fait d'accord avec ça. C'est quand même terrible. La voiture électrique est une arnaque. 68% de gens pensent que la voiture électrique est une arnaque. Alors, il ne faut peut-être pas prendre ça trop... Mais enfin, on ne vit pas dans un monde de bisounours. Et je pense que autant on peut être enthousiaste, et il faut continuer à être enthousiaste, autant il faut être conscient de ces réalités. Et je crois que c'est à nous, aux scientifiques, et aux industriels, etc., et aux citoyens, évidemment, de contribuer à ce qu'on gagne cette guerre culturelle. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question? On n'a pas beaucoup de temps, mais une question... je suis vraiment très heureux lorsqu'on a discuté au niveau du comité qu'est-ce que pouvait être la cérémonie de clôture et d'avoir tout cet échantillon de vision, d'approche et tout. Et je trouve que c'est très très complémentaire, y compris même si faire des choses à rebrousse-poil, ne pas aller toujours dans le sens... C'est facile de prêcher pour ça, quand on est simplement avec des gens qui sont convaincus. Il faut pouvoir convaincre ailleurs. Alors, une question ou deux. Alors, là-bas, il y a une question. Galus. Le micro, on l'a le micro, là?
Merci surtout pour l'invitation. Et j'ai une question. Est-ce que je peux dire merci en donnant un petit cadeau? Alors, je fais comme ça. Je donne ça à vous, votre professeur, mais peut-être aussi aux autres. Une question, c'est éliminer les 80% des pertes dans les bâtiments, 70% pertes dans le secteur des voitures électriques, et mesurer après les chiffres et publier-les. Merci beaucoup. Merci. Donc l'efficacité énergétique qui est rappelée par notre ami en Suisse. Voilà, donc efficacité énergétique, tout doit se... Il ne faut pas mettre des panneaux solaires sur des choses qui ne sont pas isolées. Oui, une autre question? Je précise, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Sinon, ça va tweeter. Juste pour revenir sur le sondage que monsieur a présenté à l'instant, ne croyez-vous pas que cet état des lieux de la compréhension du grand public n'est pas aussi causé par la qualité assez moyenne des politiques publiques, le caractère un petit peu trop simpliste du discours actuel sur tous ces sujets? Qui veut répondre? Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que ça fait partie d'un ensemble. Je pense que c'est lié à cette absence de récit dont je parlais. Il y a quand même, dans le récit, il y a des aspects informatifs qui ne sont vraiment pas diffusés. Moi, je fais pas mal de conférences très grand public, vous voyez, dans des petites villes et tout ça. Je vois que les gens, il y a des choses basiques que les gens ne savent pas. Et puis, il y a aussi la question des médias. J'ai rencontré récemment des journalistes qui réalisent que la formation des journalistes, c'est quand même des sujets assez techniques dont on parle. La formation des journalistes est très, très insuffisante. Alors après, il n'y a pas que la formation, il y a aussi l'état d'esprit. Moi, je ne comprends pas pourquoi on n'explique pas davantage à la jeunesse en particulier que là, beaucoup le savent, mais beaucoup ne le savent pas. Que tout ça, ce sont des champs d'aventure et d'expérience absolument fabuleux, quoi. Bon, la situation n'est pas très rose, mais quelque part, ces jeunes ingénieurs, techniciens et autres, ils ont beaucoup de chance de vivre aujourd'hui parce que là, ils ont un champ d'action extraordinaire qui est en train de s'ouvrir. Beaucoup ne le savent pas, on ne le dit pas assez, on a toujours un peu une somme de problèmes particuliers, puis c'est très sectorialisé, on va parler de différents sujets. L'aspect système de cette espèce de grande révolution industrielle est très très peu présenté et très peu présent, y compris je pense, en partie dans les écoles d'ingénieurs et ailleurs. Merci. Oui, Marc? Oui, je voudrais quand même rajouter une chose. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Bon, d'abord, faisons attention de ne pas rendre les politiques seuls responsables de ces difficultés. Nous sommes tous responsables. C'est un problème d'une très très grande complexité. Il y a effectivement, devant cette complexité-là, un déficit de connaissances, mais ça me fait penser à une expérience sur un plateau de télé où j'expliquais que ça faisait 30 ans que j'essayais de comprendre certains problèmes de stockage d'énergie que j'avais toujours pas compris et qu'on travaillait beaucoup. Et puis j'avais en face de moi des gens me disant si vous n'avez rien compris au bout de 30 ans, vous ferez mieux de vous arrêter parce que moi j'ai tout compris. Bon. Donc il y a toute cette difficulté entre ceux qui pensent qu'ils ont tout compris et en fait ils n'ont rien compris du tout, mais qui parlent beaucoup, qui parlent aux politiques, qui parlent aux médias, c'est surtout ceux-là d'ailleurs qui parlent. Et puis ceux qui, comme moi et d'autres, comme les industriels qui essayent d'avancer, comme les jeunes chercheurs qu'on a dans nos laboratoires, qui essayent de comprendre tout ça et qui savent qu'il faut des années et des années. Et donc là, il y a une vraie difficulté. Et devant tout ça, le citoyen, évidemment, est complètement perdu. Par ailleurs, sous quelle forme nous devons donner cette information quand nous l'avons ? C'est pas du tout évident. Je vous donne juste un témoignage. Je suis président de la fondation du Collège de France. Nous avons, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, travaillé sur un sondage avec Ipsos sur 18-34 ans sur science et changement climatique. Et ce qui était absolument affolant, c'était effectivement de voir que des connaissances très basiques étaient absolument pas connues. Enfin, des données qui étaient...
on demandait aux gens la définition d'un certain nombre de mots très simples, hein, genre gaz à effet de serre, des choses comme ça, mais la grande majorité ne savait pas expliquer de quoi il s'agissait. Pourtant, Dieu sait si ce mot est utilisé. Et puis il y avait un deuxième aspect, c'est qu'on avait proposé toute une série de formes d'expression de gens qui voulaient donner quelques informations sur le réchauffement climatique et informations scientifiques. Ça allait, le plus extrême étant le cours magistral du professeur du Collège de France, jusqu'à le truc sur YouTube de 3 minutes. Hein. Bon, vous imaginez ce que les gens préféraient. Hein. C'est pas le cours du prof du Collège de France. Mais même des choses je me souviens, on avait proposé un film de 6-7 minutes justement, on avait construit ça sur la photosynthèse artificielle et cette recherche que nous menons au laboratoire. Mais même ça, et en particulier cette tranche-là, 18-34 ans, trouvaient ça trop long. Donc, aller expliquer aux jeunes, aux politiques, toute cette complexité-là avec Twitter, donc là, c'est très très dur. Donc, il faut qu'on s'adapte, hein, mais voilà. Donc, c'est très difficile. Alors, les politiques, évidemment, mais tout le monde. Et dans l'adaptation, peut-être, justement, la transition. Donc, moi, le témoignage, justement, sur Béziers dans l'écosystème Éden, on a fait un dessin animé, en fait, pour les jeunes au collège. Et j'ai vraiment détesté ce dessin animé. Je l'ai trouvé naïf. Donc, il était japonisant, un peu sous forme de manga. Je trouvais que ça donnait une vision très naïve et qui n'est pas celle de ce que l'on peut faire au niveau technique et scientifique, hein, de la belle science. Et on a fait un tabac. Parce que du coup, derrière, on a embarqué tous les gamins des collèges, on fait avec eux en ce moment une maquette de la transition. Et pour moi, ça a été un électrochoc de me dire qu'on est tous quelque part un peu responsables, les scientifiques peut-être comme les industriels aussi, d'essayer de trouver les bons médias pour toucher ces jeunes à nouveau. Antoine ? Non, juste un mot rapide, tout ce qu'on a dit est vrai, mais nous on a aussi fait des sondages, et en fait les gens ont confiance en les scientifiques et en la science. Et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Je pense que les gens, on fait partie des gens en lesquels les gens ont le plus confiance. Et si, je te promets, on a fait un sondage pour essayer de mesurer quelle était l'image du CNRS, mais ça s'applique aussi à l'ensemble des centres. Donc voilà, donc moi je resterai optimiste. Très bien. Mais écoutez, je pense que cette question était une excellente question qui peut susciter beaucoup de discussions, qui est bien à l'interface de tout ce qu'on a à discuter aujourd'hui. Et donc, c'est un plaisir, un honneur aussi de clore donc ces 50e anniversaire du Soleil au service de l'homme. Et puis bon, rappeler que le titre qu'on a choisi, c'est donc l'énergie solaire avec un S. Hein. Finalement, le S, il est pas mal. Et on doit le clore maintenant par une intervention de notre ministre de la Recherche, Sylvie Retailleau. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureuse de répondre à l'invitation de Daniel Linco et Jean-Michel Lourtios, que je salue, pour vous témoigner le plus vif soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à la célébration de ce 50e anniversaire du congrès de l'UNESCO, Le Soleil au service de l'homme, et à l'organisation en la circonstance de cette journée d'études intitulée « Énergie solaire, urgence climatique et engagement collectif ». Ces thèmes s'inscrivent en effet parmi les axes stratégiques du gouvernement en matière de recherche, d'innovation et de formation. Je rappellerai tout d'abord que 3 milliards d'euros sont consacrés aux nouveaux programmes et équipements de recherche prioritaires, dits les PEPR, dans le cadre du plan d'investissement France 2030, et qu'une bonne partie de ces programmes, pilotés par les organismes nationaux de recherche, touchent de près ou de loin à l'urgence climatique et aux énergies renouvelables, dont l'énergie solaire, thermique ou bien encore photovoltaïque. Je rappellerai aussi que j'ai souhaité, dès mon arrivée au ministère en 2022, la mise en place de formations sur la transition écologique pour tous les étudiants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, toutes les formations ancrées sur l'ensemble du territoire et avec une déclinaison sur 4 thèmes. Le changement climatique, la biodiversité et sa préservation, les ressources et leur disponibilité, et la transition juste et équitable. L'objectif est d'apporter à toute une classe d'âge, à l'université comme dans les écoles,
un socle de connaissances et de compétences qui lui permettent de s'ouvrir à la complexité des enjeux de la transition écologique, et ceci pour un développement soutenable. Pour que les citoyens de demain aient les clés pour agir individuellement et collectivement pour y faire face, nous devons apporter cette formation. Clairement, les énergies renouvelables, et l'énergie solaire en particulier, sont au cœur des enjeux de la transition écologique. Les nombreuses interventions au cours de cette journée d'études témoignent de l'importance que revêt ce développement de l'énergie solaire aujourd'hui, des projets de recherche au développement économique proprement dit, des projets citoyens aux projets territoriaux et aux actions sociétales. Comme le mettait en avant dans son introduction le congrès de l'UNESCO il y a déjà 50 ans, le soleil, source d'énergie non polluante, permanente et inépuisable, ultime ressource de l'homme et de notre planète et notre avenir. Au 50e anniversaire de ce congrès, cette affirmation reste plus que jamais d'actualité et nous avons toutes les bonnes raisons de la mettre directement à notre service face à l'urgence climatique. Je suis certaine que cette journée d'études, riche et fructueuse, marque une nouvelle étape dans la mobilisation générale pour la transition écologique. Je vous remercie et bonne journée à tous. Voilà. Tout arrive, hein. Même la fin. Voilà, bon, mais... Et bravo à Daniel et à toute l'équipe. Toute une équipe. Alors c'est l'occasion de remercier vraiment, ça a été un travail énorme, la préparation avec l'équipe le comité d'organisation qui est là, que j'invite d'ailleurs à venir pour une photo si c'est possible. Et on peut prendre une photo avec vous si vous êtes d'accord. Je ne sais pas s'il y a encore un photographe. Ah, il y a peut-être plus. Et sinon, donc, c'est aussi l'occasion de remercier l'ensemble des associations et des organismes qui nous ont soutenus. Vous avez ici, derrière, l'ensemble des soutiens que nous avons reçus. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils couvrent un spectre très large, avec des associations citoyennes, avec des organismes, etc. Et en particulier, je voudrais remercier donc le soutien en tant que sponsor. Alors ce matin, on a remercié l'Agence solaire suisse avec Jean-Louis, mais aussi remercier l'ADEME, sans laquelle le soutien financier n'aurait pas permis l'organisation de la réunion. Je voudrais soutenir aussi remercier le CNRS pour son soutien, et également, je parle de soutien financier, et également l'IPVF, et donc et tous ces soutiens qui nous ont permis de tenir le choc et de monter finalement étape après étape, semaine après semaine. Je vois Patrick, Christian, on a toute une équipe qui est Christian, François, Françoise, Jean-Éric, Jean-Paul, Jean-Louis, et je n'oublie pas Mohamed, qui a été extraordinaire sur toute la journée. Et vraiment, à tous, merci beaucoup.